Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Avant, peut-être, on va essayer de décrypter, c'est très important, cette adresse à la nation du président Condé. Mais d'abord, ceux qui n'étaient pas hier devant leur petit écran, on va essayer de se replonger. Écoutez évidemment le discours du président Condé. Derrière, on revient pour plus de détails. Mes chers compatriotes, il y a des moments où dans la vie d'une jeune nation comme la nôtre, des choix s'imposent à chacune et à chacun d'entre nous et qui engagent notre présent et notre avenir commun. Nous vivons aujourd'hui l'un de ces moments. Notre pays, comme tous les autres, traverse des difficultés qui, si nous en prenons la mesure exacte, sans passion ni calcul, peuvent être surmontées. C'est pourquoi j'en appelle au sens élevé du devoir de chacun d'entre nous et vous assure tous, mes chers compatriotes, à un véritable sursaut national. Chacun doit se rappeler en toutes circonstances que l'intérêt de notre pays est au-dessus de tout. Notre Guinée nous survivra et quoi qu'il arrive, restera debout et forte. Mes chers compatriotes, chacun de vous connaît l'immense espoir que j'ai tous placé dans notre jeunesse, qui a toute ma confiance et bénéficie aujourd'hui de toute l'attention de la part de l'État, du gouvernement et de moi-même. Chacun d'entre nous peut donc comprendre ma préoccupation si c'est de toute la nation face à la grève des anciens qui perdure au grand dam de tous avec des conséquences malheureuses pour tout le pays et son système économique. Je regrette comme tous les Guinéens, les élèves et leurs parents, que notre école connaisse une situation de grève. À travers nos enfants aujourd'hui privés de leur droit à l'enseignement, se joue notre avenir individuel et collectif. Ma responsabilité première en tant que chef de l'État est d'être à l'écoute de tous les Guinéens et de trouver des solutions aux problèmes du pays dans un langage de vérité et de sincérité partagée. Convaincu que celles du dialogue et la concertation sont en mesure de mettre fin à toutes les incompréhensions. J'en appelle à toutes et à tous à faire confiance au gouvernement et à moi-même pour répondre à la respiration légitime dans le cadre d'un échange franc et d'un partenariat responsable. Malgré les progrès significatifs réalisés ces dernières années, des efforts immenses restent certes à accomplir pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. J'en suis conscient. Mes chers compatriotes, soyez assurés que nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le bien-être du peuple, malgré les difficultés et les défis auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. En effet, nos ressources sont très limitées. Les besoins dans tous les domaines sont considérables et chaque jour plus pressant. Tout est priorité, tout est urgence. N'en doutez pas. Je prendrai toutes les mesures souhaitées par la majorité silencieuse de nos compatriotes pour combattre la gabegie financière et économique, la corruption et l'impunité. Et il est du devoir de chaque citoyen et plus encore de l'État d'inscrire son action et son comportement dans la promotion d'une gouvernance politique, économique vertueuse. J'ignore pas les difficultés, car il est difficile de changer des habitudes qui sont installées pendant des décennies. Mes chers compatriotes, soyez assurés de toute ma détermination à assurer cette mission sacrée et patriotique dans l'intérêt supérieur de notre nation et de l'ensemble du peuple guinéen. Mes chers compatriotes, la force ne peut pas être un recours. La violence n'est pas une solution. Je regrette profondément toutes les victimes de toutes les violences survenues dans notre pays. Je dis bien toutes les victimes. Je m'incline devant la mémoire d'enfants innocents qui ont péri dans l'incendie criminel de Kalenko, dans la préfecture de Dinguiraye lors des élections locales. Aussi bien pour ces malheureuses victimes que pour d'autres que notre pays a très malheureusement enregistrées, je voudrais au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et en mon nom propre, réitérer nos sincères condoléances. Je voudrais aussi dire à toutes les familles endeuillées et attristées qu'elles ne sont pas seules, que l'État sera toujours à leur côté pour leur assurer sa compassion, son soutien et sa solidarité. C'est par la recherche et la préservation constante de la justice et de l'égalité entre tous les citoyens que nous parviendrons à une société juste et paisible. Mes chers compatriotes, sans l'unité de notre pays et la fraternité entre les Guinéens, nous ne pourrons pas triompher de nos doutes et interrogations et préparer ensemble, en toute confiance,
un avenir plus que jamais promoteur. L'espoir est permis grâce à la confiance retrouvée dans notre pays de nos partenaires techniques et financiers et de la communauté internationale qui s'est manifestée notamment lors du groupe international à Paris. Ce qui nous a permis d'avoir un niveau de mobilisation des ressources jamais égalé dans l'histoire de notre pays. Bien sûr, ces ressources nous seront au fur et à mesure accessibles que si nous honorons nos engagements à l'égard de nos partenaires et de nous-mêmes, notamment en matière d'exécution budgétaire et du respect des équilibres macroéconomiques. C'est seulement à ces conditions, et seulement à ces conditions, que les perspectives prometteuses s'annoncent, aussi bien pour la prospérité économique du pays, pour celle de chaque citoyen, dont le bonheur est la finalité de notre action. Les grandes gueules. Le président Kandé, donc hier, avec cette allocution à Bakar Diallo, on a écouté le président, c'est le pain, quelques discours, quelques passages du discours du président Kandé. D'abord, sous la forme, j'ai pris le temps de regarder ce discours, cette adresse à la nation, à la télévision. Moi, d'abord, ce qui m'a intéressé, c'est la forme. La forme, le président qui est apparu et qui était en train de, tout au long de son discours, à batailler dur, à ferrailler dur avec les feuilles qu'il avait sous la main. Non, c'est important. Les grandes gueules. Je pensais qu'il allait lire son discours dans un téléprompteur, mais ce n'était pas le cas. La fois que M. Alpha Condé se perd dans les pages. Voilà, c'était pas facile. On sentait qu'il n'était pas à l'aise et que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui a été improvisé, qui a été décidé vers la soirée. Et donc, ils ont pris le temps rapidement de rédiger un discours et on le lui a fait lire. Et le président donc n'était pas à l'aise, il avait le regard fuyant qui donc cherchait une certaine sérénité tout au long de son discours. Mais le malaise du président aussi s'exprimait par le fait que lui-même en personne a fait montre de toutes les limites de son gouvernement aujourd'hui, de son administration, de l'État, à faire face aux difficultés et aux crises sociopolitiques que connaît notre pays, auquel notre pays est confronté. Parce que, en un mot, comme en mille, moi, je ne veux pas être long sur ce discours, je pense qu'il n'a pas servi à grand-chose, c'est mon point de vue. C'était rempli de... C'est une sorte de grosse littérature voilà, qu'on nous a servi. J'ai pas senti de grosses annonces. J'en ai discuté avec l'un des conseillers du président ce matin. Pour ma part, voilà, c'est du déjà entendu qui nous a été servi. Moi je m'attendais à de grosses annonces, mais honnêtement, j'en suis sorti assez blasé. Allez-y, Mafoudi Abangoura. Alors oui, comme le dit Abakar, c'est du déjà vu ce discours. Après, c'est la même chose qu'il nous dit, il va lutter contre la gabegie, mais après, il appelle à un sursaut national. Il doit être le premier qui doit justement impulser ce changement. Mais après, ce qu'il faut regretter, c'est ces kilomètres qu'on peut mesurer aujourd'hui entre la parole et l'acte. Aujourd'hui, on prend bien le temps de tenir un discours, de dire ce qu'il faut faire, mais seulement dans les actes, il n'y a rien de tel. Donc c'est un discours dans un contexte où nous attendons qu'on mette fin à la grève du SLEC pour que les enfants reprennent l'école. Il nous dit juste qu'il comprend ce qui se passe et qu'ils vont faire que chacun va jouer son rôle. Effectivement, moi, je m'attendais à ce qu'ils nous disent je m'engage maintenant vraiment à trouver une solution et pourquoi pas nous annoncer même dans la foulée et que quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, on entend le SLEC pour nous dire qu'une solution a été trouvée et que finalement les enfants vont retourner à l'école. Moi, ce discours, je n'attends rien. Maintenant, qu'est-ce qui les a poussés à tenir ce discours? Je comprends bien parce que ces temps-ci, on enregistre pas mal de choses dans le pays, donc forcément, ils sont sur une braise. Qu'ils le disent ou pas, il y a une certaine inquiétude qui se dégage du côté de la présidence. Donc tenir un tel discours, c'est une manière pour eux de rassurer la population, mais seulement c'est une perte de temps parce qu'on a une population qui attend beaucoup plus aujourd'hui, que pas seulement des discours, parce que si c'est des discours, on est habitué. Donc c'est un discours comme tant d'autres qui sont pas oubliés, mais de véritables problèmes se posent et notamment on va en parler, ce qui est en train de se passer du côté de la Cour constitutionnelle, ce qui se passe avec le SLEG. Ce discours, pour moi, ça n'a aucune importance. En période de crise, le premier rôle d'un chef de l'État, d'abord, c'est de parler à la nation pour apaiser les tensions. Justement. Alors,
deux choses. Sur la forme, je ne suis pas d'accord avec Abakar. Moi, pour la première fois, j'ai vu quand même un président de la République lire un discours de manière sereine, en regardant des fois dans la caméra, en regardant des fois, même tu sens bien qu'il y avait des gens autour de lui, puisqu'il jetait des regards de gauche à droite, et les gestuels même s'y prêtaient. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, dans le fond du discours, ce que j'ai à dire, c'est que moi, je salue le fait que pour la première fois, en s'adressant à tout le peuple de Guinée, le président de la République a reconnu quand même qu'il y a eu des dérapages depuis 2010, et à saluer la mémoire de ceux qui sont morts et à rassurer les populations, les familles endeuillées que l'État sera près d'eux. Ça, c'est ce qui se prêtait pour le moment. Dans le cadre du gouvernement, c'est pas maintenant que le président de la République va tout de suite prendre un balai, faire un gros nettoyage comme on veut. C'est vrai que le peuple est impatient, mais le premier rôle d'abord, c'est de s'adresser à la nation, donner les grandes lignes, le cap, et ensuite, on lui accorde le crédit d'un temps pour voir est-ce que le président de la République a bien voulu appliquer sur le terrain ce qu'il nous a dit dans son discours. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, c'est que sur la crise des enseignants, il a bien reconnu qu'il y a eu des défaillances et a appelé, pendant que les négociations se poursuivent, parce qu'il ne faut pas oublier que les négociations n'ont pas abouti encore, les négociations se poursuivent, le président de la République ne va pas venir donner des annonces tout de suite alors que des négociations sont en cours. Lui-même, il serait en faux avec le processus. Donc, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le discours était bienvenu, la crise s'enlisait, le président de la République a fait un discours, il s'est adressé à tout le monde, à toutes les couches sociales, à tous ceux qui sont touchés, a annoncé de grandes mesures. Et moi, ce qui m'a satisfait, c'est que pour la première fois, ou même peut-être, mais si c'est pas la première fois, mais dans un ton beaucoup plus engagé, il a dit qu'il va lutter contre les maux qui gangrènent l'administration, un ton grave, avant certainement de prendre des mesures. Donc, pour l'instant, accordons-lui le crédit d'un petit temps et voir si ce que le président de la République a bien voulu annoncer à son peuple dans une situation de crise, est-ce qu'il va les appliquer? Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, je le dis pour Obi, ce n'est pas la première fois que M. Alpha Condé a dit que son administration ne fonctionnait pas bien. Ça, il l'a dit depuis toujours. Ce n'est pas la première fois que M. Alpha Condé s'est engagé à lutter contre la corruption et tous les mauvais comportements dans le cadre de la gestion du pays. Ce n'est pas la première fois là-dessus. Il n'y a même pas à traîner. M. Alpha Condé a toujours promis d'être un meilleur président qu'il n'a été depuis 2010. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème, absolument tout le problème. Quand on écoute Aboubacar et Mafoudia ce matin, vous savez, c'est l'image de ce que le Guinéen se dit quelque part. Ça reflète l'avis même des syndicalistes. Alors, je pense qu'il faut dire deux choses. La première, c'est sur le discours. Monsieur le Président de la République a pris la mesure de la situation. Je veux dire, pas que lui, mais même les éléments qui sont chargés de négocier au compte du gouvernement ont compris qu'il y avait blocage. Les syndicalistes ne veulent pas reculer sur la question des 40%. Contrairement à ce qui nous avait été dit, à ce qu'on a pu apprendre par le passé, il ne s'agit pas de 50 milliards supplémentaires annuels, mais il s'agit plutôt de 500 milliards supplémentaires, 500-600 milliards, ce qui veut dire autour de 50 à 60 millions d'euros par an. Ça, ce n'est pas rien. Ça, c'est un engagement sérieux qu'il faut davantage mûrir avant d'engager l'action de l'État, parce que ce n'est pas en un seul paiement. Lamine, si tu permets. Oui. Je le comprends parfaitement. Bien. Donc, ça engage l'action de l'État sur une longue durée. Ce n'est pas pour une seule... Et après cela, il va falloir attendre également la grève du personnel sanitaire qui est quand même annoncée pour l'État à venir. Malheureusement, il faut dire à l'État, certes, on a compris qu'il faut communiquer pour dire l'État est coincé, il a des engagements vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. L'État nous dit on va davantage lutter contre la corruption, mais la mine, tout sur le terrain, nous dit le contraire. Les grandes gueules. Les ministres continuent, si on veut réduire le train de vie de l'État, les ministres continuent à utiliser des véhicules 4x4 qui circulent même la nuit, donc en dehors de l'action pour laquelle ces véhicules ont été achetés. La gabégie, on en parlera tout à l'heure, ça continue, mais de la plus belle manière. Il faut que l'État pose des actes forts qui encouragent la confiance. Bien. Malheureusement, s'il n'y en a pas, il faut dire à Alpha Condé que ce n'est pas aux Guinéens qu'il faut s'adresser, mais aux syndicalistes. Allez-y, mon cher Moussa. Je trouve que ce discours n'arrive pas très tôt. Il aurait dû s'adresser à la nation dès les premières heures
de crises sociales qui se sont aujourd'hui, ma foi, qui sont devenues aussi graves. Parce qu'au début, s'il avait tenu un tel discours d'apaisement, parce que je pense que c'est un discours quand même d'apaisement, c'est un discours aussi qui démontre un certain désaveu face à certains de ses ministres, mais aussi c'est un aveu un peu d'impuissance, parce qu'il reconnaît en tant que chef, celui qui a le levier du commandement, la gouvernance n'est pas aussi bonne que cela, et qu'il reconnaît qu'il y a des habitudes vieilles de Mathusalem et qu'il est difficile de lutter contre. Il le reconnaît. D'abord, si c'est sincère de sa part de reconnaître que ces défauts-là existent, il devrait, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, prendre des mesures contre ces maux, puisque le plus difficile en matière de gouvernance, c'est de reconnaître qu'un mal existe. Lorsque vous reconnaissez déjà que ça existe, vous devez, si vous êtes sincère dans votre discours, dans votre prise de parole, vous devez prendre les mesures qu'il faut pour lutter contre ce mal. Sinon, ça ne sert absolument à rien en tant que leader de dire c'est vrai que nous souffrons et que la souffrance continue sans qu'il y ait des mesures prises pour endiguer tout cela. Ensuite, c'est aussi, ma foi, un discours qui vient démontrer que le président de la République est un tout petit peu fatigué. Fatigué parce que certains de ses compagnons, je ne parle pas de tous les ministres, mais certains des hommes auxquels il a vraiment fait confiance, en qui il a placé sa confiance, ils l'ont déçu. Et je pense qu'il a la main un peu lourde de prendre son stylo pour les dégommer. Et c'est ce que lui, il reçoit sur la tête. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu au-delà de cette petite constellation de bons samaritains, de colombes qui essayent de démêler un peu les chevaux, qui essayent de trouver une solution à la crise, qui essayent de discerner le mal du bien. Au-delà de tout cela, mais la grande majorité, ce sont des gens qui sont véritablement des businessmen des crises. Parce que quand on en parle, on pense souvent que quand on parle des gens qui aiment que le pays soit instable, on pense souvent que c'est dans le camp de l'opposition que ces hommes se trouvent, que c'est au sein de la presse que ces hommes se trouvent. Non, monsieur le président, ils sont auprès de vous là-bas. Ils sont au sein du gouvernement. Ils sont dans l'administration. Alors qu'ils bénéficient de certains avantages liés à cette gouvernance, mais ils sont les premiers à vouloir, parce que peut-être que cela peut leur permettre de garder leur poste de responsabilité, ils sont les premiers à vouloir que la crise perdure. Donc il va falloir qu'au-delà de cette reconnaissance, que le chef de l'État puisse agir. C'est de cela dont les hommes ont besoin. Le peuple peut bien croire au discours tenu par le chef. Le peuple peut bien croire à la sincérité des discours. Si au lendemain, il prend des mesures qui partent dans le sens à corriger toutes les fautes qui ont été reconnues. Ouais. C'est cela, l'adéquation. Surtout qu'il a demandé à rencontrer, je veux dire, les acteurs de la société civile, entre autres. Mais en même temps, je veux rappeler une chose, Lamine, pour finir. Ouais. Le chef de l'État n'est pas un ministre, ce n'est pas un premier ministre, ce n'est pas un directeur d'une quelconque régie financière. Le chef de l'État, c'est l'incarnation de la nation. Et cela doit se sentir, se faire connaître dans toutes ses prises de position. Il ne s'occupe pas des détails, il donne les grandes directives. Et lorsque vous donnez les grandes directives et que ceux qui doivent s'occuper des détails ne le font pas, vous prenez votre responsabilité parce que c'est vous qui avez bénéficié de la souveraineté populaire. Le chef de l'État doit faire une adéquation entre ce qu'il a dit et ce qui se fait sur le terrain. Si cela n'est pas, on ne peut pas croire en la sincérité du discours. Et je salue au passage la reconnaissance de toutes les victimes que notre pays a connu depuis ces crises. Oui, il n'a pas parlé seulement de Dinguiraï. Le fait pour lui d'insister, en parlant de Kalenko, le fait pour lui d'insister sur toutes les victimes, je pense qu'au-delà de cette insistance, ce qui doit suivre, c'est que justice soit faite pour ces victimes. Ouais. Voilà. Bien. Vous êtes chez les Grandes Gueules. Espace TV, les Grandes Gueules, le top des GG. On s'intéresse évidemment à l'actualité, grève du SLEG, comment en sortir, quelle approche de solution, mon cher Oui, Titi? mais ce sont des questions aujourd'hui qui taraudent tous les esprits. Ouais. En Guinée, on est presque à un mois de grève. Ouais. La grève a été déclenchée le 12 février. Et nous sommes le 7, donc ce week-end, ça va faire un mois que les enfants de Guinée, du primaire et du secondaire, sont cloîtrés à la maison, sont privés de cours, faute d'enseignants, des enseignants donc, qui ont décidé de suivre en grande majorité cet appel, ce mot d'ordre de grève qui a été émis par le SLEG conduit par Boubacar Souma. La question, donc, elle est brûlante. Elle préoccupe les parents d'élèves, elle préoccupe les autorités, elle préoccupe la Guinée en somme. Et la question elle se pose avec acuité, d'autant que les négociations qui se mènent sont au point mort.
ne sont pas en train de produire de résultats. Moi, j'ai l'impression que à un moment donné, on se réunit à tout moment au Palais du Peuple, et sous la médiation, bien entendu, du médiateur Mohamed Saïd Fofana et du comité de facilitation, du comité des négociateurs mis en place par le président de la République, avec bien entendu le ministre d'État Tibou Camara. On se réunit tous les jours, mais rien n'en sort. On attend toujours que la fumée blanche émerge du Palais du Peuple, mais pour ma part, au risque donc de manquer de respect à l'égard de tous ceux qui s'emploient à trouver une solution, pour ma part, c'est un gros théâtre. Les grandes gueules. Un gros théâtre. Parce que en réalité, la seule solution, la seule porte de sortie, c'est de payer ces 40%. Ouais. Or, l'État, depuis toujours, l'État a dit qu'il est dans l'incapacité de le faire. Ouais. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'État est dos au mur, l'État met en avant ses difficultés. Il dit que s'il concède ces 40% maintenant, il y a un risque, un gros risque que le programme que nous avons avec le FMI et la Banque mondiale, dont une mission conjointe arrive à Conakry le 26 de ce mois, que ce programme donc va aller à volo. Alors, cette inquiétude, ce risque qui plane sur la Guinée, sur ses engagements internationaux, parce que derrière, ce qui va se passer, si ce programme tombe à l'eau, c'est que tous les autres engagements que nous avons dans le cadre des accords bilatéraux avec d'autres pays ou avec d'autres institutions, tous ces programmes vont prendre un coup sérieux. Ouais. C'est ce risque-là que l'État ne veut pas prendre, parce que ça va mettre aussi à l'eau beaucoup d'efforts et de sacrifices qui ont été faits jusqu'à ce moment. Ouais. Donc l'État a mis en avant ces difficultés, mais les syndicats ne veulent pas entendre de cette oreille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Souma et son groupe sont à un tournant aussi décisif de leur combat. Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau, moi je vois mal comment Souma et son groupe peuvent lever ce mot d'ordre de grève sans avoir eu gain de cause, ne serait-ce qu'en partie. Ouais. Ne serait-ce qu'en partie. Les grandes gueules. Ils ne veulent pas entendre parler des 10%, les 10% qui ont été déjà payés, m'apprend-on, avec effet rétroactif. Ils tiennent à ces 40%. L'État ne peut pas leur offrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que soit l'État essaie de venir avec des propositions concrètes, parce qu'il dit qu'il ne peut pas payer les 40%. Il faut au minimum proposer un rapprochement des échéances de paiement. Il y a un accord qui a été signé en octobre 2017 qui prévoit que les 40% soient payés sur 2 ans. Donc 10% en février, c'est ce qui a été déjà libéré, 10% au mois d'octobre 2018, 10% en février 2019 et les 10 derniers pourcents en octobre 2019. Je pense que le minimum qui est à faire du côté de l'État, c'est de rapprocher au moins cette échéance. J'ai pris langue ce matin avec le ministre Tibou Camara, qui est très engagé dans ces négociations, qui m'a dit que les négociations donc, vont être momentanément suspendues. De leur côté, ils vont se réunir avec tous les ministères techniquement engagés, concernés par cette problématique, pour enfin faire une proposition concrète. Ouais. Et qui va aller dans ce sens-là, à rapprocher au moins les échéances. Ouais. Et je pense que c'est ce que l'État peut offrir. Ouais. Et de plus, en ce moment, est-ce que les syndicats vont vouloir entendre raison? Je pense que moi, de mon point de vue, si l'État venait à faire une telle proposition, il revient aux syndicats, à mon avis, à ce stade de la crise, d'entendre raison et enfin de pouvoir donc saisir cette solution, cette proposition qui va leur être faite pour enfin lever ce mot de dégâts. Il faut penser aux enfants. Ouais. Il faut penser à ces enfants qui ne vont pas à l'école. Ouais. Il y a un risque d'année blanche. À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, ils sont très embêtés aussi par cela. Ce sont des êtres humains, ils ont un cœur qui leur parle. Ils sont embêtés aujourd'hui par cette situation, de voir que les enfants de Guinée ne vont pas à l'école. Quel que soit leur entêtement, quelle que soit leur détermination à obtenir gain de cause sur les 40%, et pour que ces 40% soient intégralement payés, ils voient aussi que l'avenir de la Guinée, l'avenir de ces enfants est complètement en jeu. Vous avez vu déjà les troupes qui ont commencé à Dabola, à Kamsar et dans bien d'autres villes. Il y a un risque que
cette cristallisation voilà, se généralise et Les que grandes gueules. voilà, cela prenne une tournure qu'on ne puisse pas maîtriser. Voilà. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Abakar Diallo, en tout cas, que Dieu sauve le pays. Allez-y, Moussa Mouissila. Moi, ma crainte, c'est que véritablement, on soit dans une crise qui n'a pas sa réponse entre les mains de ceux-là même qui sont autour de la table pour la négociation. Ouais. Parce que, juste, rappelez-vous de ce qui s'est passé hier, lorsque Mohamed Saïd Fofana était dans la salle de négociation avec les syndicalistes. Il a donc dû recevoir un coup de fil parce que la prise aurait dû reprendre, la négociation aurait dû reprendre après la pause. Ouais. Il a dû recevoir un coup de fil de ceux-là qui s'étaient déjà détachés, je pense des autres négociateurs, notamment Thibaut Camara, pour qu'ils puissent annoncer aux syndicalistes: tenez, les négociations qui auraient dû reprendre maintenant, on ne peut plus les reprendre parce que j'ai reçu un coup de fil qu'au-delà de la réunion qu'ils ont tenue entre eux, ils doivent également aller faire le compte rendu à qui de droit. Et on sait, quand on dit à qui de droit, à qui on pense directement au chef de l'État parce que c'est de lui qu'il s'agit. Alors, moi, j'estime, et je le dis à plusieurs reprises, si on y prend garde, nous sommes déjà, avec tout ce que nous avons comme résultat, nous sommes déjà dans des prédispositions à avoir une année blanche ou une année invalide dans notre pays. Ouais. Parce qu'il y a une différence quand même entre les deux. Le Sénégal a déjà connu une année blanche et une année invalide, je pense en 1988 et en 1994. On peut se diriger vers la même chose parce que une année qui est pleine, c'est lorsqu'elle répond à un certain nombre de volumes horaires de cours dispensés. C'est lorsqu'elle répond à l'exécution de certains programmes. Et même, il y a des données psychologiques qui rentrent en jeu. Alors, si tout cela n'est pas réuni, je pense qu'on ne peut pas, au nom d'une volonté de proposer ou de mettre à la face du monde que la Guinée va très bien, on ne peut pas forcer la situation et passer comme ça de but en blanc sur l'avenir des enfants. Il va falloir qu'on prenne un peu de recul et qu'on fasse très attention. Ce qui fait que la crise piétine jusqu'à ce jour, c'est l'élément central dont Thibaut Camara a parlé hier. Les premiers ennemis, les premiers adversaires de ceux-là qui ont la volonté, du petit nombre, du petit groupe qui a la volonté autour du chef de l'État de démêler les chevaux, leurs premiers ennemis ne sont pas de l'opposition républicaine. Ils ne sont pas au sein des syndicalistes. Ils sont au sein même du gouvernement. Ils sont dans l'entourage du chef de l'État. Parce que tout simplement, chacun voudrait que ce soit lui qui s'approprie la paternité de la sortie de crise. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Hier, alors, il a craqué en direct dans cette émission, Thibaut Camara. On a écouté Moussa Mouissila. Donc ça rend, ma foi, les négociations assez difficiles. L'autre question que je me pose, quelle est l'incidence d'accorder les 30%, parce que 10% ont déjà été payés, les 30%, lorsqu'on les accorde directement aux syndicalistes, c'est quoi l'incidence réelle sur le budget national, sur le trésor national? C'est la question que je pose aujourd'hui. Est-ce que les grandes gueules de 600 milliards, sincèrement, je pense que au nom de la paix, au nom de tout ce que nous vivons, vous n'êtes pas sans savoir que si nous continuons ainsi, si nous additionnons tout ce qui est perdu par jour, tout ce que l'économie perd en termes de ralentissement, vous voyez un peu la paralysie à laquelle nous assistons, il y a un climat délétère qui règne. Ben, si vous faites l'addition de tout ce qui est perdu par jour à cause de cette crise, je pense qu'on va dépasser même le stade de ces 600 milliards. Ouais. Ça ne veut pas dire que forcément il faut payer. Carrément, presque un mois. Là. Voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut payer les 600 milliards. Mais je dis, l'État est fort, l'État avec de la volonté peut faire quelque chose. Ouais. C'est mieux de le faire que de croiser les bras et qu'on puisse être comptable d'une situation plus catastrophique que de payer les 600 milliards. Et au-delà de tout, il faut que le chef de l'État comprenne. Lorsqu'on est président de la République, je ne vous dis non pas conscient parce que je sais que c'est lui qui est au pouvoir, mais j'analyse quand même certains actes qu'il pose et cela me désole. Lorsqu'on est président de la République, on écoute tout le monde, mais on prend seul la décision.
lui, il ne marche pas, il ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'il est revenu de son PNDS là, du côté de Paris, c'était directement la guerre devant la presse francophone, ou du côté du Palais Sékou-Touré, en invitant des syndicalistes véreux au Palais Sékou-Touré qui ont eu des propos assez caustiques à l'égard de l'autre groupe dissident. Et tout cela contribue à envenimer la crise en y mettant dans tout ce lot touffu la presse guinéenne. Ça n'a pas fait avancer les choses. De telle sorte qu'on n'a pas pu profiter du temps mort qui nous a été accordé, qui leur a été accordé par le travail assez bien fait des religieux. On a laissé passer le temps. On a fait sortir assez de fonds pour financer la campagne électorale, pour corrompre les gens, pour dilapider des fonds. Et voilà, en reportant la crise, ça veut dire qu'il y a une date à laquelle la crise va revenir. Et c'est ce que nous avons en face de nous maintenant. Donc je pense que l'État, le chef de l'État doit prendre la mesure de la situation en prenant des actes forts. Moi, sa place. Ceux-là qui doivent constituer pour moi une sorte de digue pour ne pas que des tsunamis puissent venir m'envahir. Lorsqu'ils ne sont plus capables de jouer ce rôle de forteresse, je prends mon stylo et je les dégomme. Parce que c'est cela aussi le rôle de ces ministères. Lorsque j'ai un Premier ministre qui est champion, chantre du dialogue social, qui ne peut plus être écouté par les partis, qui est désavoué par les partis prenant à cette crise, qui ne veulent pas le voir autour de la table, qui ne veulent pas l'entendre. Lorsqu'on a un Premier ministre comme ça, avec une démarche aussi, même pas impliqué. Écoutez, avec une démarche aussi nonchalante, en tant que chef de l'État, c'est moi qui ai bénéficié de la souveraineté populaire, je prends mon stylo et je l'enlève. Je pense que ces actes forts, on ne peut pas être en face d'une crise aussi profonde et que le chef de l'État ne comprenne pas que c'est parce que l'équipe, un certain nombre de personnes qui l'entourent n'ont pas pu jouer leur rôle. C'est parce que certains ont failli que nous en sommes là. Ceux qui sont aujourd'hui autour de la table, ma foi, ce n'est pas leur responsabilité. Thibault a quoi à voir dans la crise de l'enseignement? Qu'est-ce que Gassama y a à voir au-delà de l'aspect citoyenneté, unité nationale? Qu'est-ce que Cheikh Talibi s'il a fait autour de tout cela? Mais ils viennent payer. Il fait le travail. Ils viennent en pompier. Ils viennent en pompier parce que tout simplement les autres n'ont pas pu faire. Comme d'habitude, hein, Thibault, on a vu aussi quand il y avait eu l'autre grève, évidemment, où il a dénoncé carrément à dire qu'il y avait les businessmen de la crise. Bien entendu. Bien entendu. Mais bon, on a compris la direction, évidemment. Mais c'est pourquoi j'aime la France. Lorsqu'il y a ce genre de situation, c'est le Premier ministre lui-même qui présente la démission du gouvernement. Si cela ne peut pas être fait ici, puisqu'on connaît ceux qui ont permis à la crise de s'envenimer, le chef de l'État doit prendre des actes forts en attendant de répondre aux désidérata des syndicalistes. Il faut les dégommer. Allez-y, Moussa Hiro. Pour dégommer, comme on appelle Mamadi Yula, faudrait-il qu'il y ait de la volonté d'avoir un homme vraiment de conviction, un homme qui puisse tenir tête au président de la République, lui dire ses quatre vérités quand rien ne va. Mais si justement il a besoin de quelqu'un, un béni oui qui obéisse à tout ce qu'il veut, à tous ses désirata, je pense qu'il ne sera pas dégommé, il restera là un homme, une sorte de fictif au sein du gouvernement, et c'est malheureusement une situation à laquelle on est en train d'assister. Moi, ce que je déplore, c'est le report des crises en Guinée. Je pense que cette situation n'aurait pas dû arriver. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, l'année scolaire 2016-2017, quand il y a eu ces mouvements ici, on a assisté à quelque chose d'inouï, d'incroyable. Au niveau même de l'autoroute, on a vu des mouvements qui ne disaient pas leur nom, des jeunes qui ont allumé le feu un peu partout, qui ont envahi la chaussée ici. Et on se souvient qu'on avait obtenu, qu'il y avait eu malheureusement, cette année encore, 8 morts. Et c'est en ce moment qu'on a reporté cette crise en disant qu'au mois de septembre de l'année 2017, comment on appelle, le dialogue allait être relancé avec les syndicalistes. C'est en ce moment que la grève a été suspendue avec les balatos parce qu'on avait espéré jusqu'à la dernière minute qu'on pouvait obtenir gain de cause en ce moment. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Et au lieu de trouver une solution au problème, on a décidé de dispatcher les syndicalistes, comment on appelle, à l'ouverture de l'année dernière, en 2017. Et malheureusement, c'est ce qui a suscité le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Et c'est le deuxième mois que nous perdons. Au cours de l'année scolaire, normalement, on a 9 mois de cours. On a perdu déjà 2 mois. Est-ce qu'en 7 mois de cours, on peut réellement évaluer les enfants à la hauteur de... Parce que est-ce que les cours peuvent réellement être dispensés comme cela? Juste pour ajouter, selon le calendrier du ministère de l'Éducation, il était prévu au mois de mai la tenue des examens nationaux. Justement, au mois de mai. Justement. Donc, ça veut dire qu'on est complètement
à l'étroit même de ce programme. On sort du programme parce que cette année, on a ouvert les classes en septembre. Ça, c'était justement pour qu'au mois de mai ou plus tard, les examens puissent être évalués. Et c'est par rapport à cela déjà que les parents d'élèves, certains parents d'élèves, surtout ceux qui ont leurs enfants dans le privé, se sont programmés pour échelonner leur paiement, les frais de scolarité des enfants. Mais déjà, on a perdu 2 mois de cours. Ça, c'est à supposer que nous puissions, par exemple, trouver une crise, une issue à la crise à ce week-end-là. Mais déjà que les syndicalistes menacent eux-mêmes de se retirer ce week-end s'il n'y a pas d'issue à ce problème. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Bien. Au lieu de trouver une solution à un problème, éviter de reporter les grandes gueules. Ça reviendra toujours à la figure. C'est le cas que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai changé hier avec une enseignante qui me parlait une enseignante du primaire qui me parlait de son salaire. Je me suis permise parce que c'est une amie. Je vais l'expliquer un peu. Elle prend 1 800 000. Imaginez que ce soit un homme, parce que, bien entendu, dans l'esprit des gens ici, c'est l'homme qui tient la famille et tout, même si aujourd'hui les choses sont en train de changer. Les grandes gueules. Alors, un homme qui a, par exemple, qui prend 1 800 000, qui paye 500 000 comme frais de location, la mensualité pour le mois, c'est le minimum. Quand tu enlèves 500 000 de 1 800 000, il te reste combien? Il te reste 1 200 000, sans parler des frais de scolarité des enfants, sans parler des frais de santé, le manger, la dépense quotidienne pour une famille qu'on dirait extrêmement pauvre, c'est 15 000. Ça, c'est guinéen, ça. Imaginez. La nourriture. Non, mais c'est les grandes gueules. ce qu'il faut dire. Vous enlevez, pour quelqu'un qui n'a rien du tout, Lamine, tu enlèves 15 000 par jour, sans parler du sac de riz qui coûte près de 300 000 francs guinéens. Bien. Qu'est-ce qui va rester à cet homme-là qui a toute une famille, sans oublier les imprévus, tous les problèmes qu'on peut avoir. Bien. Et cette dame, je vais vous dire, pour essayer de joindre les deux bouts, elle vend du ginger à l'école là-bas. Les grandes gueules. Dans la glacière parce que les 1 800 000, c'est pas recommandé, c'est pas normal, mais pour joindre les deux bouts, elle est obligée de prendre sa glacière tous les jours pour l'amener avec elle à l'école. Oui, il faut essayer de trouver une solution pour les enseignants. Tant que ça peut aider à joindre les deux bouts, je pense qu'il n'y a aucune honte à le faire, à vendre du ginger ou du bissap. Mais ce que je voulais rajouter, c'est très important, le système D. Le système D, il se fait partout dans le monde. Oui. Il faut savoir avoir d'autres petites sources de revenus sous la main, c'est extrêmement important. Ce que moi je voulais rajouter, c'est que Moussa insistait sur le fait que le président de la République, dans une situation aussi grave, ne peut pas rester amorphe, pratiquement sans agir. C'est dommage que son adresse à la nation ne soit pas entendue. J'en parlais avec un responsable de l'État hier. Pour ma part, son discours, on l'a assez dit hier, le message n'est pas passé parce qu'il avait appelé à une trêve sociale qui a été rejetée. Par le SLEG notamment. Parce que le principal destinataire de ce message, c'était le SLEG. Il y a les autres partenaires sociaux, le patronat et d'autres centrales syndicales, mais les autres centrales syndicales qui ne sont pas encore exprimées. Parce qu'on oublie une chose. Aujourd'hui, Souma qui est en train de tenir la dragée haute à l'État, et si jamais Souma venait à réussir à obtenir, donc à faire capituler l'État, permettez-moi d'imager les choses comme ça. Si Souma réussissait donc à le faire, et vous imaginez que c'est Souma donc qui va passer devant la classe ouvrière de Guinée comme donc le champion, le leader naturel donc de toute la classe ouvrière, l'homme en qui il faut faire confiance pour faire prospérer ses revendications. Cela voudra dire que les autres leaders syndicaux sont désormais donc vont se retrouver à la poubelle. Amadou Diallo, Balato et tous ces vieux syndicalistes, d'ailleurs qui sont à la retraite au niveau de la fonction publique, ils vont complètement être balayés. Ils vont devoir quitter la scène. Donc on est aussi dans cette bataille-là entre les différents leaders syndicaux. Donc c'est ce qui fait que les autres aussi sont à l'attente. Donc imaginez que Souma aussi soit amené à lever ce mode de grève sans avoir eu gain de cause. Donc, il ne peut pas se le permettre parce que, en ce moment, si cela arrivait, il va lui aussi complètement disparaître. Donc, il y a ce combat-là qui se mène entre les différents syndicats. Mais ce que je voulais dire, je pense que jusqu'à ce week-end, il faut que l'État fasse quelque chose pour arriver à trouver une solution à cette crise. Parce qu'au-delà, on ne peut plus gérer cette crise. Parce que ça va faire 1 mois ce week-end que les enfants de Guinée sont privés de cours. Soit on décide
pour ma part, de trouver une solution d'ici le week-end. Le pouvoir vient avec des propositions concrètes d'ici vendredi, des propositions sur la table. Et en ce moment, on verra quelle est leur teneur. Et en ce moment, tout le monde verra qu'est-ce qu'il faut, quel appel il faut lancer aux différents aux SLEG par rapport un peu à la problématique qui est posée. Si on n'arrive pas à le faire, si l'État est dans l'incapacité de le faire, donc de faire des propositions de sortie de crise concrètes, en ce moment, moi, j'en appellerai pour une année blanche. Une année blanche carrément, quitte à décréter cette année blanche pour permettre aux uns et aux autres donc, de pouvoir retrouver leur esprit. On aura 3 mois, 4 mois, on va les mettre à profit, plus les vacances, pour pouvoir résoudre cette crise qui frappe l'école guinéenne, pour pouvoir la résorber en profondeur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots et des perspectives. C'est une perspective qui s'offre à tout le monde. Si on ne peut pas donc résoudre cette crise d'ici à ce week-end, je pense qu'il faut aller à cette solution. Elle est douloureuse, certes, mais il faut libérer tout le monde pour que on prenne le temps de construire un schéma assez adéquat qui puisse donc convenir à l'école guinéenne et qui puisse satisfaire à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de cette perspective-là. Si on ne s'entend pas, l'État n'est pas dans la possibilité de le faire, allons-y à cette année blanche. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Est-ce qu'il faut parler de fête? On va le découvrir au cours de cette émission. Bien entendu, le débat il va être lancé. On va ouvrir le débat avec ces femmes hier qui ont envahi les rues de Conakry, notamment à Sonfonia, à Bonfi, mais aussi à Kaloum pour demander la reprise des cours. On commence avec vous, Asma Oubari. Et oui, hier, nous avons vu des images, nous avons compris que lorsque les femmes, à un moment donné, elles ont envie d'aller de l'avant. Moi, après avoir vu en fait les images d'hier, je me suis tout simplement dit que c'est une forme de génération consciente que nous sommes en train de revoir en Guinée il y a quelques années. Les femmes ont certes fait auparavant, mais il y a eu un moment de repli où alors elles pensaient que oui, le combat n'était plus le leur, et maintenant elles se sont réveillées. Et voilà, hier nous avons vu sur l'autoroute Fidel Castro, moi ce qui m'a surtout impressionné parce que ça a été une marche spontanée. Elles sont sorties des marchés pour marcher sur l'autoroute, réclamer le retour des enfants à l'école. Il faut aujourd'hui que les femmes comprennent que si les hommes se battent pour une cause, quelle qu'elle soit, il faut qu'elles retrouvent leur part à l'intérieur de tous les combats, qu'elles puissent mener ces combats aux côtés des hommes. Et de l'autre côté, sur l'autoroute Le Prince, nous avons également vu ces dames de l'opposition, mais il n'y avait pas que les femmes de l'opposition apparemment, parce que j'ai vu des femmes qui n'ont aucune... C'est vrai qu'il y a à un moment, ce n'était plus une connotation politique. Ouais. Il y avait à un moment, la marche n'avait pas pratiquement de connotation politique parce qu'il y a eu d'autres femmes qui se sont jointes à celles de l'opposition pour organiser cette marche-là. Et de toutes les façons, des deux marches, je veux dire que le combat reste le même. C'est un même but, peut-être c'est le chemin qui diffère, mais il faut que les femmes aujourd'hui puissent elles aussi jouer leur partition dans tous les combats de la nation, parce que c'est de cela il s'agit. C'est vrai que la marche sur la route Le Prince parlait notamment de ces violences que nous vivons ici à chaque fois qu'il y a manifestation, des femmes, des mères. C'est en quelque sorte des mères qu'on a vues sur la route Le Prince, parce qu'il y avait des activistes de la société civile, des journalistes qui se sentaient concernés en tant que mères par toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Mais après, dans la journée, c'était si spontané qu'on s'était étonné de voir de Madina à l'aéroport Mafoudia des femmes demandant la reprise des cours. C'est vrai que depuis un mois, les enfants chôment, ils sont à la maison. Et c'est vrai que les enfants chôment. Et moi, sur les deux manifestations, je pense que ces deux manifestations ne sont pas liées. D'abord, il y a la première qui était programmée, on le sait, ça fait plusieurs jours que les initiatrices sont sur les ondes pour effectivement annoncer cette marche. Et c'est bien de savoir qu'au sein de ces partis politiques, il y a des femmes aussi qui se sentent concernées et qui se disent oui, nous aussi on peut faire quelque chose pour justement aider au changement. Et ces femmes sont sorties, c'est pour une marche qui ressemble à celle qu'on a vue plusieurs fois ici en Guinée, quand c'est Cellou Dalein qui est à la tête ou quand ce sont les SIDA et autres. Et on en vient à la même conclusion, les opposants qui marchent
marche pour obtenir des choses. Il y a l'impunité qui est dénoncée. Il y a l'injustice qui est dénoncée. Et c'est dénoncé à tout bout de champ. Mais malheureusement, en face, on a une équipe quand même gouvernementale ou un État qui ne veut pas répondre aux aspirations du peuple. C'est à regretter. Mais quand on prend la marche sur l'autoroute Fidel Castro, comme le disait Asmaou, ça a été spontané. C'était pas une marche en tant que telle, c'est une manifestation. Une manifestation, c'est mieux, juste, je suis d'accord avec toi, c'est mieux de parler de manifestation que d'une marche. C'était spontané, elles sont sorties. Et moi, c'est quelque chose que je salue. Parce que quand même, c'est difficile de comprendre qu'on est dans un pays où quand même ça fait un mois que les enfants ne vont pas à l'école et que la chose passe inaperçue et qu'on vague à nos occupations comme si de rien n'était. Pourtant, c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Un mois, aujourd'hui, on est en train de parler d'année blanche, mais moi, personnellement, je sais qu'on n'ira pas vers une année blanche parce qu'on va tout faire pour se rattraper. Mais après, il y aura des conséquences sur le déroulement même des cours de ces enfants. Quoi qu'on fasse, il y en aura. Après, c'est pour nous dire, après, vous avez des difficultés, vous n'êtes pas formé, il faut vous former. Déjà qu'on a un problème de formation, et si encore il faut arrêter le peu de formation qu'on reçoit, je pense que c'est à regretter. Donc, cette initiative des femmes, c'est vrai que j'ai entendu des propos comme quoi il y aurait encore une manipulation derrière. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Parce qu'à un moment, il faut croire aux Guinéens. Il faut croire à leur volonté de changer la donne. Il faut leur croire quand on sait tout ce qui est en train de se passer. Ces femmes sont sorties, j'espère qu'elles seront entendues et que la prochaine fois, ce sera si on veut, un mouvement d'ensemble pour effectivement, ce n'est pas pour appeler à l'insurrection ou appeler à quoi que ce soit, mais cette équipe qui est là a besoin de nous entendre. Parce que si on a une équipe gouvernementale qui continue à faire les choses à son rythme, parce que finalement, on a l'impression qu'ils sont là, on les laisse faire, ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Et c'est à regretter, ces enfants doivent retourner à l'école. Parce que les conséquences, ce n'est même pas au niveau de ces 40% qui sont discutés. Imagine une mère de famille qui n'a pas son mari, qui vend des galettes tous les matins pour mettre ses enfants à l'école. Et sachant que dans certains quartiers aujourd'hui, on n'a même pas d'école publique, donc les parents sont obligés d'aller avec les privés. Et ces parents la payent. Et si c'est pour payer et se retrouver l'année suivante à ne rien faire, je pense que c'est des conséquences qui sont un peu plus en bas, mais qu'il faut regarder. Donc vivement de telles actions pour amener ces gens à réagir. Alors Adia Toulaye, est-ce que vous partagez l'idée de la manipulation? Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose, on nous sort l'idée de manipulation. Est-ce que, à votre avis, à supposer qu'il y ait manipulation, le gouvernement n'aurait-il pas prêté le flanc? Moi, je ne partage pas l'avis de manipulation. Hier, j'ai suivi la marche des femmes de l'opposition, mais il n'y avait pas que ces femmes de l'opposition dans cette marche hier. Parce que moi, c'est d'abord l'intervention de Madame Ba Maïmouna, qui est intervenue dans les GG hier, qui m'a interpellée. Parce que la communication qui a tourné autour de cette marche, ça disait que ce sont les femmes de l'opposition qui marchaient. Alors, à la base, ce sont apparemment les parents des victimes, les mères des victimes, qui ont initié cette marche et ils ont été accompagnés par les femmes de l'opposition républicaine. Moi, j'ai suivi les différents discours hier au rond-point de Bambeto. Il n'y avait pas que les femmes de l'opposition qui se sont exprimées. Il y avait ces mères, il y avait des femmes des ONG de défense des droits des femmes, de la société civile. Alors, ça expliquait tout simplement qu'on en avait marre de cette impunité, de ces tueries sur cette voirie, parce que c'est pratiquement sur l'axe que ça se passe. Mais disons que ces tueries ne concernent pas que les enfants des militants de l'opposition. Parce qu'à un moment, c'est des gens qui sortent pour des innocents qui sont tués. Par exemple, cet élève qui a été tué, un élève qui fait la 10e année, qui sait même s'il savait, un garçon de 16 ans, c'est quand même assez regrettable. Alors pour cette connotation, cette manipulation qu'on colle à cette marche, je crois que les gens vont accepter de se débarrasser de ça. Parce que cette marche dit tout simplement que les gens en ont marre, Après cette marche, c'est celle-là qui était programmée le matin, mais il y a eu des manifestations un peu partout à Conakry. À Koza, vers 16h, nous, on a eu du mal à rentrer parce que les femmes étaient sorties pour dire on en a marre que nos enfants restent à la maison sans études, sans rien. Alors, cette marche de l'opposition, moi, je voudrais que les femmes se mirent à cette marche pour alors sortir, dire qu'on en a marre de cette situation dans laquelle aujourd'hui sont plongés nos enfants. Nous les laissons à la maison. Moi, peut-être mon garçon de 3 ans qui me dit, s'il n'y a plus de cours, s'il ne va plus à l'école, qui s'ennuie à la maison, chaque matin je le laisse là, je pars au boulot et lui il est là. Ça fait près de mois qu'il ne va pas à l'école. Alors il a constaté qu'il y a eu rupture.
il m'a demandé s'il n'y a plus de cours. Donc je pense que les parents doivent accepter de se réveiller. On ne doit pas manifester seulement quand c'est quand on a besoin des élections ou c'est quand on a mais si ces enfants ne partent pas à l'école, s'ils se retrouvent dans les rues et nous savons les forces de l'ordre que nous avons en face de nous, ces enfants sont tués quelque part. En fait, nous nous sentons coupables. Nous serons comptables de ce qui va se passer après. Il faut que les gens acceptent de sortir de ce silence. Ces manifestations spontanées hier à Bonfi, à Koza, à Somfonia, ça explique tout simplement que les gens en ont marre. Ça explique la gravité de la situation dans laquelle est plongé les Guinéens. Alors moi je pense que c'est le moment d'agir. C'est le moment de montrer à ce gouvernement, franchement, de l'amener à prendre ses responsabilités, quoi, parce que là, on en a marre. Les grandes gueules. Arissa Tousso, Adiatoulaye parlait d'un ras-le-bol généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre une crise vraiment très profonde qui s'annonce? Parce qu'il y a tellement de manifestations à part la crise syndicale. Nous avons suivi avant-hier cette crise au niveau du port autonome de Conakry, la marche des femmes hier matin et ces manifestations spontanées. Qu'est-ce qu'il faut craindre au fond? Parce que des enfants qui restent tout un mois à la maison, quels sont les efforts qui sont en train d'être consentis? Parce qu'il faut le dire, les négociations n'avancent pas. La situation bloque toujours autour de ces 40% entre les négociations entre les syndicalistes et le gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes dans nos sociétés. Il y a la délinquance, il y a la consommation de la drogue. Donc, si les enfants restent à la maison, non seulement ils désapprennent, mais ensuite ils sont exposés à ces phénomènes. Donc, hier, c'était un mouvement d'ensemble, il faut le dire, parce qu'au départ, c'était une manifestation des femmes de l'opposition, mais moi je suis montée dans les taxis hier et tout le monde disait la même chose. Ça fait un mois que nos enfants sont à l'école, donc du coup beaucoup pensaient que c'était une manifestation pour l'éducation. C'est ce que beaucoup de personnes ont cru, et même vers 16h, vers l'aéroport, les femmes sont sorties pour manifester, pour dire nos enfants sont à la maison. Des agents de la sécurité ont été déployés de ce côté, ils ont manifesté pacifiquement. Je pense qu'il faut qu'on répète ce genre d'action, qu'on continue jusqu'à ce que le gouvernement trouve une solution à ce problème. C'est pas à vous d'appeler à ce que ce genre d'action se répète. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Maître Alimatou Kamara, vous êtes juriste mais aussi coordinatrice de la clinique juridique du projet OGDH FIDH. Vous avez écouté le contrôleur général Boubacar Kassé. Quel sentiment vous anime après l'avoir écouté avec tous ces chiffres? Bon, écoutez, c'est un sentiment de désolation. Il faut dire que les histoires de violence sexuelle et aussi de violence d'une façon générale basée sur le genre, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Et ce qu'il faut relever, c'est que c'est bien beau de donner des chiffres, mais encore que les procédures judiciaires, la plupart du temps, dorment. Et aussi, les victimes de violences, que ce soit les cas de viol, le plus souvent, c'est des personnes vulnérables. C'est des personnes qui ont beaucoup plus besoin de soins médicaux, d'accompagnement psychologique, que même de justice. Parce que quand quelqu'un qui a été victime de viol, qui a des difficultés économiques, même pour se payer les frais d'un avocat, alors qu'elle a besoin d'un accompagnement psychologique, c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de formation au niveau de la justice. On a besoin. Il y a pas très longtemps, il y a moins de 4 semaines, j'ai défendu un dossier de viol. J'étais du côté de la partie civile. La victime était une femme mariée, mais elle a quand même tenu jusqu'au bout. Et l'auteur du viol, pour le cas de la première instance, a été condamné. Mais vous auriez entendu les questions des juges qui sont censés trancher sur le droit. C'est des questions, oui, est-ce que vous deviez vous retrouver dans une chambre avec un monsieur vu que vous êtes marié? Les grandes gueules. Alors qu'en réalité, la question c'est, est-ce qu'elle était consentante? Justement. Jusqu'ici, je pense que même ceux qui sont censés rendre le droit, rendre la justice, sont emprisonnés dans une espèce de sphère. Ils sont emprisonnés par leurs réflexes. Par les pesanteurs socioculturels. Oui, mais aussi par des réflexes qui n'ont pas lieu d'être et qui ne doivent pas être. Quand un avocat qui défend un dossier vous dit à l'audience,
Parce que quand on va à l'audience, c'est pour vulgariser le droit, parce qu'on a en face de nous des gens qui doivent comprendre et savoir, on parle d'une telle infraction comme le viol, quels sont les éléments constitutifs du viol. Un avocat qui dit à la barre, devant une audience, qu'en fait, il n'y a viol que lorsqu'il y a défloraison. C'est pour dire qu'en fait, qu'une femme qui a perdu sa virginité ne peut pas être violée. C'est incroyable. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de travail à faire, non seulement du côté des victimes, parce que nous, aujourd'hui, on a un programme d'accompagnement médical. Ça fait au moins 5 ou 6 mois qu'on a accompagné médicalement près de 20 personnes. Mais aussi, on a un programme d'accompagnement psychologique. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on rend les décisions de justice pour dire oui, vous avez été violé, oui, on vous rend vos droits. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les femmes, elles sont brisées à l'intérieur. Ces femmes-là sont détruites. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Alors, on parlait justement, Mafoudia, de la réaction, de l'interprétation même du cas de viol. Je pense qu'il y a une campagne de sensibilisation à faire au plus haut niveau pour que les gens puissent comprendre que la victime, c'est la victime. Et justement, et avant la pause, elle nous parlait justement de ce débat même au sein du système juridique qui ne permet pas aujourd'hui d'aider les femmes à mieux vivre justement ou à condamner les criminels. Aujourd'hui, on a les chiffres qui ont été donnés par le commissaire qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le véritable problème, c'est la justice? Et la justice, c'est la colonne vertébrale de l'État. Et je pense qu'en Guinée, pour le moment, la justice n'est pas à la hauteur. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce que vous avez connaissance des cas quand même qui ont été traités et qui ont abouti? Oui, en tant qu'avocat et en tant que coordinatrice de la clinique juridique, on a eu affaire à plein de dossiers de viol où il y a eu des décisions de justice, c'est vrai. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de mauvaises pratiques, beaucoup de choses à changer. Notamment, il faut une prise en charge médicale pour ces personnes-là. Il faut une aide juridictionnelle. Nous, aujourd'hui, nous pallions l'inexistence de l'aide juridictionnelle en Guinée, qui fait que ces victimes-là, elles sont la plupart du temps des personnes sans ressources financières. Vous voulez dire que l'État ne prend pas en charge ces victimes? C'est pas prévu de donner... C'est prévu par des textes. C'est prévu par des textes, mais la réalité est tout autre. Parce que dans tous les autres pays, je pense que l'État peut mettre à la disposition d'un citoyen qui n'a pas les moyens, un avocat. Justement, c'est pas possible, ça n'existe pas. Écoutez, pour le moment, le barreau de Guinée a suspendu les commissions d'office parce qu'en fait, l'État ne payait pas les commissions d'office. Parlant de vos victimes, est-ce que vous recevez des victimes qui viennent de l'intérieur du pays? De ce côté, souvent, il y a des règlements à l'amiable. Les victimes, au niveau de la famille, on ne veut pas que les gens sachent que la victime a été violée. Est-ce que vous recevez des cas comme ça? Est-ce qu'il arrive que des familles viennent à votre niveau et qu'à la dernière minute, elles décident de ne plus aller en justice? Les grandes gueules. Écoutez, tous ces cas-là existent. Il y a une grande majorité de personnes qui enclenchent des procédures judiciaires, mais qui après désistent. Désistent parce qu'il y a des négociations au sein des familles. Désistent aussi parce que notre appareil judiciaire ne bouge pas. Et souvent, justement, pour l'appareil judiciaire, on brandit souvent l'excuse comme quoi les moyens ne sont pas là. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'effectivement, le peu qu'il y a peut déjà nous amener à la résolution de certains problèmes? Ou bien c'est justement une fuite en avant? Ou bien vous pensez que cette justice n'a pas de moyens, effectivement? C'est quoi votre point de vue? À mon avis, la justice n'a pas de moyens. Mais encore est-il qu'il y a des mauvaises pratiques qui perdurent. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Oui, il n'y a pas de volonté de changer les choses. Et ça, c'est la grande majorité. Dans la grande majorité, quand vous voyez les actes et les pratiques, c'est ce qui conduit ça, les négociations. Le fait que les procédures, les délais ne sont pas respectés, les procédures traînent, il y a des victimes qui meurent. Prenons l'exemple d'un cas patent. On est en train de parler de la clinique juridique. La clinique juridique, elle est née du fait qu'il y a eu le massacre du 28 septembre. C'est en ce moment qu'il y a eu le projet de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, et de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Ce projet-là s'est occupé de plusieurs victimes de viol. Du 28 septembre. D'accord. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.
Sur Radio Espace, c'est le 8 mars, bien entendu, la fête des femmes. Vous venez d'écouter le témoignage d'une victime de violence conjugale. Heureusement, elle a réussi à s'en remettre, à refaire sa vie autrement. Madame Alimatou, Maître Alimatou Camara, on a écouté cette femme. Vous recevez aussi des femmes qui sont victimes de violences, que vous orientez, que vous aidez quelquefois. On a travaillé ensemble sur un dossier, le dossier d'une femme qui a été mise dehors par un député de la République. Nous savons l'issue, il a fallu un véritable parcours de combattant pour que cette femme puisse être remise dans ses droits. Bon, écoutez, je pense que c'est un sentiment de révolte. Qu'on soit aujourd'hui en 2018, que des femmes meurent sous les coups de leur mari, je pense que c'est absolument inacceptable. Et je pense aussi, les femmes, quelque part aussi, sont gardiennes pour beaucoup de ces choses-là. Parce que quand la femme est victime de violence dans son foyer, en général, elle se retourne vers sa mère. Elle dit « Ah, maman, j'ai tel problème. Oui, il faut que tu acceptes parce que c'est ton foyer, c'est ton mari. » Donc, il faut que cette chose et cette vision des choses changent. Il faut que, dans notre façon de penser, moi je pense, je le dis tout le temps aux activistes des droits de l'homme d'une façon générale, aux féministes d'une façon particulière, je le dis, le combat pour la lutte des droits des femmes se vit tous les jours, que ce soit chez vous, dans votre maison, que ce soit dans les tâches domestiques que vous partagez à vos enfants, que ce soit dans les mentalités, que ce soit à l'école. Je pense que c'est un combat que nous devons mener parce que ces femmes-là on aurait pu éviter ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que plus jamais ça, que ces femmes ne meurent plus sous les coups de leur mari, des femmes poignardées, défenestrées, des femmes poignardées, enterrées dans des jardins, qui ont des nourrissons, des femmes qui meurent en couche. Écoutez, je pense que il y va de la responsabilité de tout le monde, que ce soit celles qui vendent du poisson au marché, que ce soit celles qui vendent des tomates, que ce soit les femmes dans les bureaux, que ce soit des femmes qui ont un niveau intellectuel. Il faut que nous réussissions à nous départir de ces comportements-là. Pour clôturer avec vous en une minute, quels sont vos projets? Parce que vous êtes installé ici à Conakry. Est-ce qu'il y a des perspectives pour élargir, installer cette clinique juridique à l'intérieur du pays avec le projet FIDH-OGDH? Bon, écoutez, déjà, en 2015, quand on a lancé la clinique juridique, elle a été implantée à Conakry et à Zérékoré. Parce qu'à Zérékoré, par le biais de MDT, Même Droit pour tous, dont le président est Maître Frédéric Loa, ils avaient déjà une clinique juridique qui s'occupait exclusivement du droit des femmes à Zérékoré. Mais aujourd'hui, on a implanté la clinique juridique à Kankan. Dans quelques mois, certainement à partir du mois de juin, on va pouvoir avoir un programme spécifique droit des femmes. Et je pense que vous, Madame Moussaïro, on a eu à faire appel à vous en tant que présidente de votre ONG Femmes, Développement et Droits Humains. C'est bien ça? C'est cela. Oui. On a eu à vous appeler pour vous dire qu'en fait, on avait besoin de mouvements et d'associations tels que les vôtres pour pouvoir nous référencer des cas. Parce que nous faisons de l'accompagnement médical, nous faisons de l'accompagnement psychologique, mais aussi nous assistons judiciairement ces victimes-là. Et je pense que ça, c'est un message qu'il faut relayer. Il va falloir que nous travaillions avec vous, qui êtes une femme des médias, pour pouvoir relayer l'information, vulgariser ces informations, parce que je pense que c'est là tout le combat. Bien. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bon, écoutez, merci. Je suis très fière d'être là, très heureuse. Et aussi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Grand merci à Mamoudou Kondé à la réalisation, Mohamed Gabi ici à la radio, Ibrahim Assouri 5 Souma, Awal Kamara, toute l'équipe, nos équipes en région également. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi pour un autre numéro avec 100% masculin évidemment. Allez, bonne fête aux femmes quand même. Ma gueule.